philosophe et vigneron, qui avait accepté d'accueillir Simone Weil dans sa ferme pour qu'elle y travaillât au cours de l'été 1941. J'ai rencontré Simone Weil la première fois au Carmel d'Avignon, où on a parlé très peu de temps. Vous la voyez encore, là? Oui, je la vois encore arriver avec sa une espèce de houppelande, mal fagotée, vêtue invraisemblablement, enfin, un aspect extérieur plutôt décevant. Bon, enfin, tout ça n'a pas tellement d'importance. Et la première discussion? Et la première discussion portant sur les questions actuelles, eh bien, qui était plutôt négative, si on peut dire. La rencontre ne se faisait pas, nous avions des opinions extrêmement différentes, bref, enfin... J'ai senti que je risquais de faire une partie de mon purgatoire sur Terre, dans ce voisinage. Bon. Mais vous n'êtes pas revenu sur votre... Non, c'était fait, c'était promis, c'était fait. Et puis il est retourné à Marseille, et puis 8 jours après, il a débarqué à la maison. Et j'ai eu la même impression de discuter d'une voix monocorde, sans fin, ne s'arrêtant jamais. Il faut reconnaître aussi qu'on pouvait l'arrêter, il n'était pas susceptible pour dessous, n'est-ce pas? C'est vrai, mais enfin, je ne le savais pas encore. Elle semblait curieuse de votre vie, elle vous posait des questions? Oui, mais surtout du travail qu'elle allait faire. Oui, surtout du travail qu'elle allait faire. Ce que j'avais écrit, elle l'avait lu, mais elle le considérait comme d'importance très mineure. Bon, elle avait peut-être raison, dans tous les cas, c'était son droit le plus strict. Et vous avez senti un regard vraiment humain porté sur votre femme, vos enfants? Ah oui, surtout sur la nature. La première fois, quelqu'un est venu me voir, c'était l'été, alors on était dehors. Alors elle s'est assise, pendant que je recevais la personne qui était venue, elle s'est assise sur un tronc qui est en face de la vallée du Rhône, ce qui, de chez nous, est un spectacle extraordinaire, 150 km tiennent dans le regard, n'est-ce pas, avec le cône du Ventoux au milieu, la vue va de la Seine de Belledonne, près de Grenoble, jusqu'aux Alpilles, qui sont près de la Méditerranée, enfin. Et alors elle était noyée dans une espèce de contemplation qui justifiait bien sa théorie postérieure de l'attention, n'est-ce pas? Son regard était extraordinaire, d'une pureté, d'une immensité, d'une pureté extraordinaire. Oui. D'une vraie attention. Ah oui, le regard de l'attention sur les êtres, oui. Le sourire assez rare. Le sourire assez rare, mais pénétrant, et puis, je ne sais pas, on la sentait donnée, disponible. C'est presque intraduisible, cette impression de quelque chose de presque surnaturel rentrer. Elle était gauche dans son corps? Ah oui, très gosse, très gosse. Elle avait... Gênée physiquement? Elle était gênée physiquement, elle était maladroite, elle était... Les moindres actes physiques lui coûtaient beaucoup. C'est pourquoi son travail était si pénible. Oui, c'était quelque chose d'incroyable. Quand elle lavait la vaisselle, elle avait une manière de tenir les assiettes qui était... Cette manière de tenir les assiettes m'a valu la seule gifle que j'ai reçue d'elle un jour. C'est une gifle très amicale. Un peu avant, eh bien, ou un peu après plutôt, on a discuté du bonheur des élus dans le ciel d'une façon d'ailleurs un peu ironique, n'est-ce pas? Et alors elle disait, ben, tout ce qui nous aura manqué sur la terre, eh bien, nous l'aurons dans l'éternité. Elle riait à moitié parce qu'elle avait une conception de l'immortalité qui serait trop longue à définir d'ailleurs. Alors nous aurons ce qui nous a manqué. Alors je lui ai dit, c'est entendu, ma femme aura du génie et vous saurez faire la vaisselle. Alors elle m'a donné une gifle. Elle pouvait être drôle? Ah, mais elle était très drôle, elle était extrêmement drôle, elle plaisantait très facilement, elle était très amusante. Elle me racontait des tas d'histoires qui étaient à mourir de rire. Un jour, elle me disait, elle était tellement exténuée qu'elle m'a dit, voyez, on ne me veut plus de moi comme professeur. Ma vie d'ouvrière d'usine, car elle avait été embauchée dans une usine et finalement elle était tombée malade, ça n'a pas collé. Elle avait été milicienne en Espagne, ça n'a pas collé non plus, il a fallu le rapatrier. Alors elle m'a dit en riant, maintenant il ne me reste plus que le trottoir. Alors je lui ai dit, je ne voudrais pas vous enlever vos dernières illusions, mais il me semble que c'est là que vous réussiriez le moins. Ah, il me dit, c'est ce qui vous trompe, j'ai eu une proposition une fois. Elle en était très fière. C'était un ouvrier, quand elle était en chômage, qu'elle était ouvrière, elle était en chômage, donc elle était très pauvre, elle le paraissait, on ignorait qu'elle avait des parents et tout ça, qui lui a proposé, enfin, quoi. Est-ce que vous savez? Alors elle m'a dit, j'ai répondu non. Alors il m'a dit, mais tu sais, je te paierai. Alors j'ai dit encore non, sans colère. Alors il a dit, mais enfin, pourquoi alors? Alors, il a dit, parce que ça ne m'intéresse pas du tout, très calmement. Il a dit, oh alors, et il est parti. Elle a aimé le plaisanterie, mais c'était très amusante. Ouais. Sur les photos d'elle adolescente, on voit une jeune fille très gracieuse. Elle était très gracieuse, il paraît même qu'elle était très belle à 14 ans, 15 ans, 16 ans. Seulement, je l'ai connue à 32 ans, et déjà très usée, un peu voûtée. Enfin, elle était d'ailleurs, elle était malade. Elle ne se soignait pas du tout. Ah ben rien, ce qu'on appelle rien. Elle ne s'écoutait pas, comme on dit. Je ne dirais pas qu'elle ne s'écoutait pas, elle ne s'entendait pas même. Non. Mon père, qui était très susceptible, un jour, qui était plein de poésie, il était la poésie même. Il adorait Hérédia, c'est bien permis d'aimer Hérédia. Bon. Alors il lui récite un sonnet de Hérédia dans le feu de l'enthousiasme,
Il attend le verdict. Le suspense a duré 400 secondes. Au bout de 400 secondes, elle a dit « idiot, idiot ». Alors, mon père ne lui a jamais pardonné. Mais tout le feu s'est écroulé, était à un seul coup. Pour partager une condition semblable à celle de ces jeunes vendangeuses, Simone Weil se fera embaucher dans une ferme. De travailler jusqu'au bout, jusqu'à l'épuisement de ses forces, avec une constance, avec une absence totale de plainte et de retour sur soi, qui était vraiment extraordinaire. Ce qui fait que peut-être elle considérait le sort des paysans comme plus terrible qu'il n'était, étant donné sa fatigabilité à elle, qui n'était pas celle des paysans. Quand elle a été plus tard embauchée, faisant viticulteur de mes amis, travaillant 8 heures par jour dans les vendanges, le soir elle était si exténuée qu'elle se demandait si elle n'était pas morte sans s'en apercevoir et si l'enfer ne consistait pas à vendanger éternellement. Alors que les petites vendangeuses qui étaient à côté d'elle allaient danser. On ne peut pas dire d'elle qu'elle éprouvait du plaisir dans cette souffrance. Oh non, 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 non. Alors là, c'est au-delà de cette dialectique. Il y a une accusation de masochisme contre elle, de dolorisme, qui me paraît complètement fausse. Il y a même un livre qui s'intitule Simone Weil ou La haine de soi. Elle n'avait aucun degré la haine de soi, car comme elle disait très bien, quand on a la peine vraiment, quand on a vraiment le malheur, personne ne peut le désirer. L'homme qui a du plaisir dans la souffrance, eh bien, elle cherche son plaisir dans la souffrance. Elle ne cherchait pas son plaisir. Elle acceptait l'anéantissement. Et de même, elle n'avait rien contre la joie, elle n'avait rien contre le plaisir. Elle disait que le plaisir pur, la sensation pure, eh bien, est un état qui serait désirable pour tous les hommes, à condition que le moi, avec sa volonté de puissance et son côté jouisseur, ne vienne pas interposer entre la sensation et l'âme. Elle a été convertie, non pas au christianisme, elle aimait le christianisme depuis très longtemps, mais à la divinité du Christ. Ça s'est passé chez moi. Je n'y suis pour rien, elle ne l'a pas dit à moi, elle l'a dit au père Perrin, sur un banc, que les Américains sont venus photographier, qui est devant ma maison. Et à ce moment-là, elle me l'a dit plus tard, après, elle ne m'a pas même dit le lieu, et elle m'a dit le Christ est descendu, elle m'a prise. Et alors là, elle s'est vraiment identifiée au Christ, et surtout à la souffrance du Christ. Ce qui lui faisait croire au christianisme à par-dessus tout, c'était que Dieu ait pu agoniser, que Dieu ait pu désespérer. Et Dieu a pu désespérer de son Père. Au point de dire que si je pouvais être ne serait-ce qu'une minute dans l'état où était le Christ, quand il a dit « Mon Père, pourquoi m'avez-vous abandonné ?» je donnerais volontiers tout ce qu'on appelle le paradis. Vous avez senti au bout d'un certain moment que vous aviez peut-être en face de vous une sainte? Ah oui, je l'ai senti très très vite. Alors c'est ce qui me paraît unique peut-être, ou très rare dans l'histoire du monde, la sainteté est liée au génie. C'est-à-dire l'incarnation totale de ce qu'elle pensait. Alors que c'est si faux chez les intellectuels, si faux. Ou alors ils ont peut-être un peu à l'état d'inspiration plutôt, enfin les deux quoi. Ils aspirent un peu à leur inspiration. Mais enfin, ce sont des messagers des dieux très souvent, en particulier les poètes, et même les sages quelquefois, qui s'empressent de ne pas vivre ce qu'ils disent. Et vous avez un souvenir du moment où vous la voyez pour la dernière fois? Ah oui, c'est un souvenir absolument inoubliable qui fait partie... On fait même beaucoup de pudeur à en parler, voyez-vous. Enfin, eh bien, nous avons passé une nuit dans sa chambre qui était couverte de nattes. Oui, et il n'y avait pas de lit, je crois pas, ou enfin si peu que c'est pas la peine d'en parler, elle s'étendait sur ses nattes. Et nous n'avons pas vu passer l'heure, si on peut dire. C'est une expérience de ma vie qui est unique, j'en parle sans l'interpréter du tout. Et à telle enseigne que je savais, et je n'exagère pas en disant cela, à chaque phrase que je disais, je sentais ce qu'elle allait me répondre, et réciproquement. Comme s'il y avait eu une communion au-delà des paroles. Et que les paroles soient en quelque sorte surajoutées, si on peut dire. C'est la seule expérience que j'ai eue dans ma vie. Et alors, je lui ai dit, c'est les choses les plus tendres que nous nous sommes dites. Je lui ai dit, je crois que nous sommes quand même des âmes bien parentes. Alors elle m'a regardé avec beaucoup d'intensité, m'a dit, de ça je n'ai jamais douté. Et oui. Et voilà, elle n'était pas affectueuse, elle détestait les manifestations physiques je ne parlerai pas de l'amour, c'était hors de question pour elle, mais de l'amitié même. S'embrasser, se serrer la main tout au plus. Je l'ai embrassée en la quittant. Et elle m'a raccompagné rue Marengo, je me souviens très bien, c'était le jour, nous avions passé la nuit à causer. Et elle m'a raccompagné, et là, je lui ai dit adieu, et elle était émue.
Alors je lui ai dit adieu dans ce monde ou dans l'autre, et elle m'a dit dans l'autre on ne se revoit plus. Une manière d'ironie aussi, on ne se revoit plus tel qu'on est actuellement dans le temps, si on peut dire. Parce que ce moi-là a disparu. Il a disparu, je l'ai vu, je l'ai regardé s'éloigner avec sa pèlerine et son béret, et puis je ne l'ai plus revu. J'ai même eu des rêves presque extraordinaires, je la revoyais avec une intensité, comme si déjà on n'était plus de ce monde. Oui, oui. Oui. C'est difficile de parler de ces choses, c'est presque impudique, mais enfin, j'ai senti cela. J'ai senti un rêve dernièrement qui m'a mis vraiment... C'était bouleversant, elle revenait, elle n'était pas morte, mais on s'était quitté longtemps. Elle n'était pas morte, alors on s'est retrouvés alors, dans une lumière, dans une plénitude, enfin incroyable ici-bas, car... il y a deux sortes de rêves, disait déjà Virgile, son géminées, son nid porté. Il y a deux portes de rêve, la porte d'en haut et la porte d'en bas. Le freudisme a un peu trop analysé la porte d'en bas et pas assez la porte d'en haut. C'est vraiment divin, extraordinaire. Et alors, ce qui est très curieux, c'est qu'on est revenu au temporel. Et alors, c'était curieux, et c'est peut-être comme ça dans l'éternité, en temporel puéril, si on peut dire, je lui présentais une amie à moi, notre Châtelaine de Saint-Marcel d'Ardèche. Et il avait une certaine vénération pour l'aristocratie, Simone Weil. Oui, oui, c'est assez curieux. Pour les normes historiques, en tant qu'historique, le passé ayant pour elle une couleur d'éternité. Non pas seulement l'aristocratie, mais tout ce qui pouvait représenter une tradition, c'est-à-dire les chaînes de paysans, dans la même famille, d'artisans, ainsi de suite. Alors, je lui présentais notre dame du lieu, et en même temps, je me suis embarrassé à lui citer des généalogies qui n'ont aucune importance, qu'elle descendait de ceci, de cela, ça n'a aucune importance. Et en même temps, eh bien, toutes ces bagatelles étaient enrobées dans la même lumière d'éternité, avec la même émotion et la même intensité, comme s'il n'y avait plus de détails. Oui. Et c'est vraiment la dernière vision que j'ai eue d'elle, sans attribuer, comment dirais-je, sans interpréter à aucun degré. Enfin, c'est tout de même la grande rencontre de ma vie.